Place à notre invité, Gabriel Amissingumbi Mouloba. Vous le savez, il est juge et ancien président au tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamou et à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, actuellement en détachement au cabinet du ministre de l'économie. Avec lui, nous allons débattre sur des pratiques de visa instituées par les chefs des juridictions. Bonjour, monsieur le juge. Bonjour, madame Nathalie. Alors, dites-nous un peu, avant de commencer ce débat, quel est en réalité le rôle d'un chef de juridiction? Bon, les chefs de juridiction. La réalité et les pratiques. La réalité et les pratiques par rapport au visa. Non, pas seulement par rapport au visa, mais quand un chef de juridiction, quand un juge est affecté comme chef de juridiction, quelles sont les prérogatives? Parce que vous l'avez été pendant quand même plusieurs années aussi. Oui, j'ai été chef de juridiction dans cette ville, à Kalamou, comme vous l'avez rappelé. Quelles sont les missions qui vous étaient assignées à l'époque? Bon, le chef de juridiction, il est là, il représente la juridiction. On met à sa disposition les juges. En principe, comme nous disait un ancien premier président de la Cour de cassation, que le chef de juridiction, il a la présomption de connaissance, il a le pouvoir d'encadrer les autres juges. Il est juge, il doit aussi siéger, comme les autres, au lieu de rester sans siéger. Il s'occupe aussi de l'administration, des correspondances et des instructions qu'il peut donner à ses collègues. En bref, c'est ça les rôles. Et aujourd'hui, dans la pratique, beaucoup de chefs de juridiction ne siègent presque plus. Est-ce que c'est une question seulement de se protéger de certains dossiers ou bien c'est le volume de travail qui empêche, selon vous? Bon, c'est une pratique qu'on a constatée seulement ici à Kinshasa. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai commencé à l'intérieur, au tribunal de paix, directement. J'ai été aussi en Boujima. Mes chefs y siégeaient, comme tout autre juge. Un chef de juridiction, il est avant tout un juge. Il doit siéger. Et quand on ne siège pas, comment vous allez encadrer les autres? Il doit siéger, il s'occupe de l'encadrement de l'administration, il doit siéger. Et c'est ce que nos aînés nous disaient toujours, un chef de juridiction, il est avant tout juge, il doit siéger comme les autres. Aujourd'hui, vous avez plus de 20 ans de carrière. Oui, plus de 20 ans, je veux dire que 29 ans. 29 ans. Alors, au nom justement de cette présomption de connaissances attribuée au chef de juridiction, est-ce que c'est cela qui justifierait le fait qu'il y ait des visas des chefs de juridiction, cette pratique constatée d'ailleurs, un magistrat ne peut pas rendre une décision sans le visa de sa hiérarchie. Est-ce que c'est légal? D'abord, il faut rectifier, ce n'est pas les chefs de juridiction qui ont institué les visas. Moi, personnellement, je n'appelle pas ce visa. Je peux dire que c'est une prérogative reconnue aux chefs de juridiction de prendre connaissance des décisions qui seront prononcées devant sa juridiction avant de les prononcer. Juste prendre connaissance. Et parfois, il y a la présomption de connaissance. En lisant, il peut dire que non, tel et tel point de vue que vous avez pris n'est pas conforme à la loi. Vous avez oublié telle jurisprudence. C'est comme, par exemple, au début de ma carrière, quand j'étais au tribunal de paix, j'avais un dossier de diffamation qui opposait une autorité de la place avec un enseignant. J'ai présenté les projets. Ces projets-là, c'était dans le sens de condamner les prévenus. Et quand mon chef a lu les dossiers, il a dit non, collègue, allez lire tel ouvrage, telle jurisprudence, vous verrez que l'élément publicité fait défaut dans les cas d'espèce. Et quand j'avais lu l'auteur et la jurisprudence, je me suis rendu compte que j'étais en erreur et j'ai rectifié la décision dans le sens d'acquitter les prévenus. Et ma décision, quand la partie civile était partie en appel, avait été confirmée en appel. Et voilà. C'est ça le rôle d'un chef de juridiction qui a la présomption de connaissance. Mais cette circulaire instituée par votre hiérarchie, à l'époque, c'est une circulaire à double tête. D'un côté, c'est pour encadrer, c'est vrai, mais de l'autre, il y a des glissements, il y a des abus des chefs de juridictions vis-à-vis de leurs collègues magistrats qui, pour certains, se plaignent de l'indépendance. Est-ce que vous pensez que l'idée du départ de cette circulaire était vraiment marcher sur l'indépendance de la magistrature, comme beaucoup de justiciables et juristes le pensent? Bon, à ma connaissance, quand on avait commencé la carrière, je disais c'était une pratique. Pour nous, les jeunes magistrats, il fallait qu'on soit encadrés.
Pour les autres magistrats qui avaient de l'expérience, ils prononçaient leurs décisions sans même passer par le chef de juridiction. Mais je me rappelle, il y a une résolution de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. Je n'ai pas pu chercher cette résolution-là qui a rendu cette présentation des projets au chef de juridiction obligatoire pour éviter certainement les dérapages. Personnellement, quand j'étais encore juge, j'ai contesté une telle résolution. Mais au risque de ne plus avoir des dossiers. Il y a des chefs de juridiction là qui usent de cette prérogative abusivement. Vous venez avec une décision, ils vous demandent de changer la décision alors que la personne n'a pas raison. Mais à ce moment-là, il y a un problème de conscience. Moi, personnellement, je ne change pas. Quand j'ai pris ma décision en bonne et due forme, hygiénique, même dans une composition, je ne change pas ma position puisque j'ai prêté serment pour respecter la Constitution et la loi. Et ma conscience aussi, étant aussi chrétien, je dis que la parole de Dieu me dit que je suis serviteur de Dieu en tant que magistrat. Là, je ne change pas. Est-ce que vous n'avez pas peur des risques, vous n'avez pas eu peur des risques de manquer de dossiers après avoir refusé d'accepter cet avis de votre hiérarchie? Bon, il y a certains chefs de juridiction qui privent ceux qui refusent d'appliquer l'opinion du chef, de siéger. Moi, ça ne me dit rien. Même si on me privait de siéger, ça m'épargne aussi peut-être d'autres choses. Mais je glorifie Dieu, puisque c'est une affliction. En tant que chrétien, je me dis, je glorifie mon Dieu, c'est une gloire devant Dieu. Monsieur le juge, aujourd'hui, on est en face de l'article 41 du Code de l'organisation et compétences judiciaires qui parle de l'indépendance de la magistrature. Et à côté, il y a une circulaire qui viole presque cette indépendance de la magistrature en demandant aux chefs de juridiction d'avoir un regard sur le travail de leurs collègues, dans un sens comme dans l'autre. Bon, l'indépendance du pouvoir judiciaire, en principe, c'est l'indépendance des juges. Puisque les juges, ils prononcent sa décision, il n'a que comme autorité, il y a la loi. Il ne peut pas agir en dehors de la loi. Si vous êtes du côté de la loi, il n'y a pas de problème. Si la hiérarchie vous demande, par exemple, de prendre une décision dans telle position, si c'est la position de la loi, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas la position de la loi, on ne peut pas obliger à exécuter un ordre illégal. La Constitution le dit, l'article 28. Aujourd'hui, vous êtes aussi d'avis qu'il y a des magistrats qui ont éternellement besoin d'être suivis au regard de la qualité des jugements rendus aujourd'hui, des jugements à double tête. Oui. Où deux parties ont raison. Oui, en principe, oui, puisque au fur et à mesure que nous avançons, quand on commençait au début, on bénéficiait d'un bon encadrement. Aujourd'hui, l'encadrement reste à désirer, surtout quand on désigne les chefs de juridiction en tenant pas compte des critères de compétences et d'expérience. Un chef de juridiction, par exemple, qui n'a jamais siégé, qui n'a jamais rendu une décision, quand vous le mettez chef de juridiction, vous voulez qu'il encadre les magistrats comment? Alors, comment vous expliquez le fait que, justement, par rapport à cette situation, il y a déjà des visas des chefs de juridiction, les magistrats poursuivis pour prise à partie, en principe, c'est le chef de juridiction qui devrait être poursuivi parce que c'est lui qui a orienté, pour certains cas, la décision du juge prise en délibéré, non? Non. Si, par exemple, vous prenez la cause en délibéré, que vous avez décidé que tel sens, et le chef de juridiction dit qu'il faut changer. Et si vous estimez que ce n'est pas du côté de la loi, pourquoi obtempérer à l'opinion des chefs de juridiction? Mais après avoir obtempéré, il y a des actions civiles qui suivent. Si vous engagez votre responsabilité à enseigner la décision. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. Quand je prends une décision, je sais que c'est conforme à la loi, même si mon chef me menaçait d'actions disciplinaires, mais je n'ai jamais vu un chef de juridiction qui sanctionne un juge qui refuse d'obtempérer à un ordre illégal. Mais qui l'interpelle pour insubordination, oui. Subordination, non. Ça, ce n'est pas une subordination, puisque vous êtes indépendant. Vous avez prêté serment de respecter la loi et la Constitution. Il vous demande de faire autrement, non. Alors, quel est le rôle de la plénière, alors, dans tout ça? Bon, la plénière, c'est... Il n'y en a presque plus, d'ailleurs, maintenant. Non, il y a des plénières qui sont ici. Moi, quand j'étais au tribunal de grande instance de Kinshasa, Kalamou,
On avait institué les plénières chaque mardi. S'il y a une composition peut avoir un problème de droit qui se pose, il peut solliciter à ce que la plénière se tienne et la plénière va départager les partis. Cette position-là de la plénière, que ça sera appliqué par les partis. C'est tout. Oui. Si c'est la plénière qui a décidé, vous optez pour une partie peut être minorisée, vous êtes à 3. Il est 1 contre 2. Il estime que non, sa position c'est celle du droit. Il peut saisir les chefs de juridiction. Les chefs de juridiction convoquent la plénière pour décider de partager les parties. Mais la position du chef de juridiction pèse toujours sur la décision prise non, non, le chef de juridiction n'est pas parti dans une composition. C'est pourquoi je vous dis, le chef de juridiction n'est pas parti dans une composition. S'il donne un ordre qui n'est pas conforme à la loi, les juges ou les magistrats de la composition ne sont pas obligés de suivre ça. Président, beaucoup de justiciables estiment que si aujourd'hui on supprimait carrément cette pratique de visa, il y aurait une bonne administration de la justice. Est-ce que vous êtes d'avis? Bon, moi, je peux dire que oui et non. Oui, si on voit que les visas tels que les gens décrits, c'est pour permettre aux chefs de juridiction d'imposer leur point de vue, c'est mauvais. Je peux dire que les visas aussi a son importance. Oui, ça permet aux chefs de juridiction d'être informés des décisions qui se prennent devant ta juridiction. En cas de dérapage et d'interpellation, c'est la première personne à être interpellée. Je me rappelle un cas que j'avais connu quand j'étais à Kalamou. Je suis arrivé, j'ai trouvé un dossier où une veuve, avec son enfant, était déguerpie de la parcelle de son défunt mari, qui avait un certificat d'enregistrement depuis 20 ans. Et les juges qui avaient rendu la décision, c'était encore hygiénique, c'était par défaut. L'avocat avait des enfants. Un enfant né avant le mariage et l'autre qu'il avait eu après le mariage. Celui qui était né avant le mariage a utilisé un acte notarié en son nom quand il était mineur, semble-t-il. Et le juge a donné raison à cet enfant-là et a annulé un certificat d'enregistrement de plus de 20 ans. Alors qu'en droit, on sait qu'un certificat qui a déjà acquis plus de 2 ans ne peut plus être attaqué. Ici, on a annulé. La veuve a été déguerpie avec son enfant. J'ai trouvé la situation. Et la veuve m'a vu avec son avocat et son pasteur, puisqu'il y avait une église qui était installée dans la parcelle. On a initié une procédure contre cette décision. J'ai mis dans ma chambre, on a annulé la décision et décidé de la réinstallation de la veuve. La veuve a été réinstallée. La personne qui avait acheté la parcelle, puisque l'enfant là, il est né avant le mariage, quand il a vendu la parcelle, il a fui. Il est parti à l'extérieur du pays. La personne qui avait acheté la parcelle a attaqué la décision du tribunal. J'ai confié ça à mes juges. Mes juges ont pris la cause en délibéré à une seule audience. Ils ont obligé les parties de plaider et ils se sont prononcés sans présenter la décision devant les chefs de juridiction. Puis ils savaient que s'ils présentaient les projets, ça n'est pas passé. Tu vois? C'est pourquoi avant, quand j'étais juge, je pouvais dire que non. Je disais que c'est mauvais, compte tenu des pratiques. L'usage abusif de ce que les chefs de juridiction font des visas. Mais à partir de ce cas-là, moi j'ai estimé que c'est important si les chefs de juridiction usent de cette prérogative-là pour encadrer et éviter le dérapage au sein de la juridiction. Donc vous estimez que on ne devrait pas généraliser. Il y a des cas pour lesquels un chef de juridiction devrait avoir un regard pour orienter la décision. Est-ce que c'est le mot? Non, on n'oriente pas. Les chefs de juridiction n'orientent pas. Ils n'orientent pas. Ils voient, ils prennent connaissance de la décision. Et moi, par exemple, quand j'étais chef de juridiction, quand on parle de visa, le chef de juridiction ne met pas un visa, un cachet ou tout ça, non. Il lit la décision et il libère. Moi, j'ai libéré la décision le même jour, les lit. Beaucoup peut-être de vos collègues. Il y a d'autres chefs de juridiction qui gardent un peu plus longtemps que ça. Espérant peut-être les visites de partis, mais ce qui est à condamner. Ce qui est à condamner. Donc, étant donné que les dérapages sont un peu
plus importante, donc on devrait annuler carrément cette circulaire. En Irlande, je dis que les magistrats doivent s'assumer. Ils doivent s'assumer. Si le chef de juridiction vous demande de changer votre position qui est celle de droit, il ne faut pas changer, il ne faut pas tempérer, c'est tout. L'indépendance des juges, c'est celle-là. Est-ce qu'on ne devrait pas d'abord passer par une formation accrue des magistrats avant de les laisser libres de tout acte? Bon, la formation, je vous disais que c'est les chefs de juridiction qui doivent former. Et les autres, les plus anciens, qui doivent aussi encadrer les nouveaux. Et cet encadrement n'existe presque plus. Parfois, ça fait défaut, puisque je vous ai dit que les critères de nomination ne sont pas tout à fait aisés. Ça ne répond pas aux critères. Aujourd'hui, vous êtes de l'autre côté du rideau. Il vous est difficile de donner votre avis sur l'administration de la justice, vu vos fonctions, mais vous avez quand même le droit de donner un avis sur ce que les justiciables disent, c'est-à-dire qu'ils se plaignent sur les qualités des décisions rendues aujourd'hui par vous ou par vos collègues. Mais tout ça fait partie de l'administration de cette justice, parce qu'on dit que la justice élève une nation, non? Oui, la justice élève une nation. Il revient à chacun de prendre conscience de son serment qu'il a prêté. Et le magistrat aussi se forme aussi, hein. À part l'encadrement qu'on peut subir les aînés, on se forme aussi. Il faut lire des jurisprudences, il faut avoir une documentation. Aujourd'hui, il y a des magistrats qui n'achètent pas les livres. Moi, j'avais publié un ouvrage qui ne coûte que 10 $. Il y a parfois les gens qui prenaient l'ouvrage, ils ne payent pas. Et ça décourage parfois les gens qui écrivent. Vous en profitez pour... Hein? C'est ça, il faut avoir une bibliothèque. Les juges travaillent. Il y a un problème de conditions sociales aussi. Si quelqu'un qui n'est pas payé ne peut pas payer un livre non plus. Non, non. Mais c'est qu'on paye au magistrat. Il peut réserver quelque chose chaque mois pour acheter un ouvrage. Donc vous en appelez à ceux qui vous doivent de l'argent de vous payer. Il est temps. Non, je dis seulement un exemple seulement. Que certains magistrats, je ne dis pas que tous, il y a certains magistrats qui n'achètent pas l'ouvrage. Il est là, même les codes, il n'en a pas, il veut demander les codes chez un collègue. Est-ce que c'est normal? Non. Il faut avoir des collections. Par exemple, les jurisprudents de la Cour suprême de justice, il y a habilité des arrêts. Quand ça sortait encore, moi j'ai des collections. Et chaque année, quand ça sort, j'en achète. Et ça me permet de lire. Et parfois, il y a les gens qui me consultent, des collègues, même des avocats qui me consultent. Puisque je me cultive moi-même, je me forme aussi moi-même. Même quand je suis arrivé à la cour d'appel à Gombe, quand je suis arrivé là-bas, les aînés, ils ont constaté que je me suis très vite adapté. Il y a même un aîné qui est aujourd'hui à la Conseil d'État qui m'avait dit que non. Et vous êtes adapté comme un poisson dans l'eau, puisque je me suis efforcé. Aujourd'hui, vous êtes en détachement. Est-ce que ce travail de trancher le problème des autres personnes ne vous manque pas, quand même? Non, non, j'essaie aussi de l'autre côté. Oui. C'est toujours, je suis conseiller juridique et j'applique toujours les droits. Je donne des conseils par mes avis au ministre pour prendre une décision. Et puis, je me cultive, j'ai ma bibliothèque, je lis pour ne pas être en retard avec les autres, ceux qui sont dans l'école. J'ai une longue expérience, j'ai commencé comme juge de Trupé jusqu'à devenir président de la Cour d'appel. Peut-être, si j'aurai la chance, c'est pour aller au Conseil d'État ou à la cassation. Alors, quel est votre dernier mot en conclusion? Quels sont vos vœux pour le secteur de la justice aujourd'hui qui est tant décrié par beaucoup de justiciables, son fonctionnement, son contenu? Je veux dire que les magistrats doivent prendre conscience de sa fonction. Je l'avais dit en tant que chrétien que les magistrats, parlons de dire que c'est un serviteur de Dieu. Est-ce qu'on peut lier les deux, la magistrature et la chrétienté? Oui, Paul lui-même au Romain, il dit que le magistrat c'est un serviteur de Dieu. Cette fonction-là que nous exerçons, c'est une fonction divine. Quand vous tranchez un conflit entre deux parties, vous donnez raison à la personne qui a raison. C'est ça, être un serviteur de Dieu. Vous tranchez les litiges en âme conformément à la loi et à votre conscience. Hein? C'est une fonction divine que nous exerçons, ce que les magistrats ignorent.
Le magistrat doit prendre conscience de sa fonction, de son serment qu'il a prêté, de respecter la Constitution et la loi, c'est tout. Hein? S'il y a des injonctions, tout ça, il faut faire voir la hiérarchie. Moi, quand j'étais chef de juridiction, s'il y a des injonctions, si c'est conforme à la loi, on s'exécute. Si ce n'est pas conforme à la loi, je peux voir la hiérarchie, voilà tel dossier. Est-ce que vous pensez qu'il y a la vertu dans la pauvreté? La vertu oui, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, beaucoup de magistrats se plaignent des conditions de travail, etc. C'est ça qui justifie aussi le dysfonctionnement dans la justice. Est-ce que vous êtes d'avis? Non, je ne suis pas d'avis. Tu sais que quand nous sommes entrés dans la magistrature, les salaires magistrats, on était assimilés aux fonctionnaires de l'État. On avait un salaire de l'équivalent de 20 $, comme un attaché du bureau de deuxième classe. Mais on était conscienciés à cette époque-là. Et aujourd'hui, d'abord, même ce qu'on donne aux magistrats, c'est beaucoup plus bien qu'au début, même si ce n'est pas encore suffisant. Hein, le gouvernement est en train de faire un effort important. Et il faut que aussi les magistrats puissent aussi bénéficier de cette confiance-là. Je crois que ce n'est pas encore assez, mais par rapport au début de la carrière, c'est mieux. Pour vous, c'est un faux débat? C'est un faux débat. C'est un problème peut-être d'éducation de chacun de nous. Il y a des bons magistrats, ce n'est pas que tous les magistrats sont mauvais. Il y a des bons magistrats qui rendent des décisions sans avoir été consultés, sans avoir été vus. Ils rendent la décision. Et j'en suis parmi ces magistrats-là. Vous pouvez demander les témoignages des avocats et des personnels du greffe. La main sur le cœur. Oui. Je suis chrétien, membre de Full Gospel. Et les Full Gospel, on évangélise par les témoignages. Et je vais terminer par un témoignage. Quand vous m'avez appelé hier, j'étais dans le bureau d'un conseiller principal au collège. Je ne peux pas dire les collèges. Nous sommes connus au ministère de l'économie nationale dans des travaux. Quand il m'a appelé et j'arrive dans son secrétariat, la personne qui m'a reçu, il ne me connaissait plus. Quand j'ai vu son nom, et je l'ai vu le village, c'est une personne que j'avais acquittée quand j'étais président des chambres à Karam, à la cour d'appel à Gombe. Il était poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel. C'est un service, il y a un dossier qui était suivi par les services de sécurité. Après les élections de 2018, quand on a proclamé le président de la République vainqueur des élections, il s'était gardé à l'auditorat militaire pendant plus d'1 année. Quand il y a eu ces changements-là, ils se sont précipités pour envoyer le dossier au parquet des grandes instances. Le dossier a été fixé. Ils ont été condamnés pour insurrection. On dit qu'ils détenaient les armes sans qu'il y ait de PV de saisie. Ils ont fait appel. Le dossier était dans ma chambre. On a examiné le dossier. On a trouvé qu'il n'y a rien d'infractionnel. Ils avaient été acquittés. Et c'est la première fois qu'il m'a vu. Et il en avait parlé des témoignages, même à son chef, là, le conseil principal. Et c'est cette personne-là qui devait m'accompagner, son collaborateur devait m'accompagner, mais il a décidé à ce que lui aussi puisse m'accompagner pour témoigner de ce qu'il a toujours dit. Et si vous l'aviez condamné, ça serait le contraire? Si je l'avais condamné, je ne pouvais pas me présenter. J'allais honte de pouvoir me présenter. Hein? C'est ça. Donc, en conclusion, vous estimez que c'est un faux débat, la question des conditions sociales qui serait parmi les entraves du fonctionnement? C'est un faux débat. Je dis qu'au début de la carrière, on allait chercher, les ministres de la Justice allaient chercher les magistrats à l'université. Les gens ne voulaient pas aller dans la magistrature. Les gens ils voulaient aller à la DGI, la régie financière, à l'inspection des droits des finances. Mais aujourd'hui, les avocats quittent les barreaux pour venir à la magistrature. C'est le contraire. Et pourtant, dans l'État, ce sont les magistrats qui quittaient la magistrature pour aller au barreau. Ce n'est pas un problème, c'est un problème d'éducation, je crois. C'est ça. Merci beaucoup, Président Amis Ngoubi Gabriel, d'avoir accepté de répondre à cette invitation de Justicière Télévision. C'est à moi aussi de vous remercier pour cette invitation. Merci. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous veniez donner votre avis sur ce débat ouvert par Justicière Télévision sur la pratique des visas institués au niveau des chefs de juridiction. Était-ce une corruption ou bien juste un encadrement? Évidemment, vous avez donné votre avis.